Eh bien, bonjour Jean-Baptiste, nous sommes le 28 Bonjour, avril 2016. Merci de nous accueillir La chez veille de vous. mon anniversaire. La veille de votre anniversaire. Ben, joyeux anniversaire. Voilà, quoi, ça va on être sera un peut-être les grand premiers. âge. J'ai beaucoup de peine à imaginer que je vais avoir 74 ans. Eh bien voilà, C'est ben, vous dingue, êtes hein. encore en grande forme. Ah, mais j'ai 15 ans dans ma tête. Oui. Alors, Jean-Baptiste Barognan, de votre vrai nom Joseph Lou Barognan, vous êtes né en 1942 Oui, voilà. dans une famille arménienne. Oui. Après avoir obtenu votre diplôme de docteur en droit à l'UCL, dont vous ne savez que faire, vous partez en voyage au Moyen-Orient pour quelques mois. Vous savez tout ça. Ah oui, c'est dingue, hein, tout Oui. ce qu'on peut apprendre quand même. À votre retour, vous entrez aux éditions Marabout Oui. en 1970 et en assurez la direction littéraire jusqu'en 1977. Par la suite, vous travaillez pour diverses maisons d'édition françaises, au livre de poche, Le Masque, Néo, 10-18, Le Fleuve Noir, Omnibus. Vous écrivez d'innombrables articles de critique littéraire dans la presse. Vous publiez votre premier livre, L'un l'autre, en 1972, à 30 ans donc. Et vous êtes l'auteur à ce jour de plus d'une soixantaine de livres, romans, recueils de nouvelles, de contes, essais, biographies, dont celle de Baudelaire, de Verlaine et de Rimbaud, des anthologies, des albums pour enfants. Vous vous déclarez volontiers bibliophile, œnophile et mélomane. Oui. Vous êtes président de l'association internationale Les Amis de Georges Simenon et depuis octobre 2002, membre de l'Académie royale de langue et de littérature française de Belgique. Mais mon Dieu, quel parcours! Et auquel j'ai succédé À Thomas à Owen. Thomas Owen. Oui, oui, absolument. tout à fait. Il aimait qu'on dise Thomas. Il voulait Ah. pas qu'on dise Thomas. Ah, ben voilà. Il disait Thomas Owen. Il insistait beaucoup là-dessus. Moi, je me rappelle toujours, c'était ma première interview. Et voilà. C'était en 1985-86. On a été reçus chez lui et c'était une interview de 3 heures qu'il faudrait un jour que je retranscrive. Ah, bah oui, C'était c'est une bonne idée. Ça. C'était vraiment un phénomène. Hein. Enfin voilà, faisons connaissance. Donc. Vous êtes donc né en 1942. Est-ce que vous auriez voulu naître à une autre époque? Ouh là là, ça c'est la bonne question. Je ne sais pas. Je ne sais, oui, oui peut-être. J'aurais peut-être souhaité naître à la fin 19e, comme ça en même temps, oui, j'aurais pu corriger l'histoire. En fait. Oui, oui. Et qu'est-ce que vous auriez pu corriger? Il y a des choses que j'aurais pas faites, d'autres que j'aurais faites. Il y a des rencontres que j'aurais accomplies, il y a des gens que j'aurais voulu voir et que j'ai négligé de voir. Il y a un tas de gens comme ça. Vous, votre métier, en tout cas votre passion consiste à rencontrer un tas d'écrivains, donc vous les réalisez. Oui, il y a un tas de gens comme ça que j'aurais voulu voir. Par exemple. Ben, je sais pas, j'aurais voulu connaître Jean Gray, pour prendre quelqu'un qui nous est familier. Voilà, on aurait bu des coups ensemble, on aurait parlé. Puisque curieusement, la plupart des écrivains que j'admire, ils sont décédés. Donc peut-être que j'aurais eu, je sais pas, j'aurais rencontré Kipling, on aurait fait un petit tour en Inde ensemble, voilà. J'aurais rencontré Borges, je me serais retrouvé à Buenos Aires avec lui. Et puis Lovecraft, comme ça, on se serait retrouvé dans une ville sinistre, quelque part dans le Massachusetts, dans le Connecticut. En compagnie d'Yves Voilà. Léonard. Mais en même temps, c'est plus par boutade que je vous réponds. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je trouve que de toute façon, quelle que soit l'époque à laquelle on est né et où on vit, je veux dire une chose qui est un peu incongrue. De toute façon, on tombe dans un monde de façon sinistre quand même. Les choses ne sont pas très drôles. Et vous On est parliez... confronté à la maladie, on est confronté à la mort, on est confronté aux guerres, on est confronté à des injustices, etc. Et c'est de tout temps, c'est de toute humanité. Vous parliez tout à l'heure des écrivains que vous admiriez, qu'ils étaient tous morts. Oui. Pourquoi les écrivains modernes vous... Si, non, mais c'est très curieux. Non, vous avez raison. Quand j'étais jeune, à partir de 16, 17, 18 ans, je boulimie de lecture, et quand quelqu'un me plaisait, je lui écrivais une belle lettre. Et alors, une fois on ne me répondait pas, ou on me répondait, j'ai eu la réponse de l'écrivain célèbre, voilà. Et donc, et alors, j'avais l'admiration, au fond, pour des gens qui étaient ceux que j'aurais voulu devenir. Et quand moi-même j'ai commencé mon parcours d'écrivain et que je me suis mêlé à ce milieu d'écrivain, j'ai vu les choses de l'intérieur.
Et au fur et à mesure, je dirais, je me suis rendu compte que c'était des êtres comme d'autres, alors que moi, je les idéalisais, je les mettais sur des piédestals, comme ça. Puis je me suis rendu compte qu'ils avaient leurs défauts. Certains n'étaient pas sympas du tout, ils n'étaient pas gentils, ils étaient vaniteux, c'était pas bon. Ils avaient tous les défauts que tous les êtres du monde peuvent avoir, autant que peut avoir un fonctionnaire, un banquier, un chauffeur de taxi, ou n'importe quel boucher. Donc voilà, c'était des hommes. Et alors, en même temps, paradoxalement, j'ai moi-même adopté, je dirais, cette attitude. Je me considère comme un écrivain à part entière, mais je n'y vois aucun avantage. Je me revendique en tant qu'écrivain, mais je ne souhaite pas être tenu pour une bête curieuse parce que j'écris des livres. On a souvent, quand j'étais jeune, et d'ailleurs le public en général, a tendance à considérer les artistes, les créateurs en général, que ce soit des écrivains, des peintres, des musiciens, comme des gens qui sont à part, qui sont un peu timbrés, qui ont comme ça des fêlures, ce qui est sans doute vrai, hein. Mais moi, je me suis toujours défendu de ça. Moi, j'écris, c'est mon métier, c'est mon métier d'écrire, et je fais ce métier-là, comme j'aurais peut-être pu être prof ou médecin, ou chauffeur de taxi, justement. Voilà. Donc, quand j'ai découvert ça de l'intérieur, l'écrivain, je l'ai moins mythifié. L'artiste en général d'ailleurs aussi. Sauf ceux que j'appréhende mal. Par exemple, je suis, comme vous l'avez signalé dans votre présentation, je suis mélomane. Et je suis un grand mélomane, en même temps je suis incapable de composer une œuvre musicale. Donc pour moi ça reste un mystère, comment un type parvient comme ça à mettre 150 instruments ensemble, de tous ordres, de tout type. Et donc je trouve que c'est extraordinaire. Comme je ne comprends pas, j'ai peut-être tendance à mettre le musicien sous le piédestal, parce que je ne sais pas comment ça marche. Mais écrivain, je dirais, sans aucune vanité, je dis ça, hein, je connais un peu les rouages, je sais comment ça marche, je sais... Donc j'ai moins d'admiration pour les écrivains. Je vais moins vers eux aujourd'hui que je le faisais quand j'étais jeune. Et quelle a été la jeunesse de Jean-Baptiste Barognan? Dans quelle famille C'était une jeunesse plutôt heureuse, je vous dirais, et assez insoucieux. Mes parents étaient d'une très grande tolérance. J'ai 3 frères et une sœur, donc nous étions 5 enfants. Et on nous a jamais véritablement mis dans des cocons ou dans des formes. On n'a pas eu une vie très formatée, on était très libres. Et je dois dire que j'ai une très grande reconnaissance envers mon père et ma mère. Ils m'ont jamais vraiment brimé, ils ne l'ont pas fait non plus sur mes frères et sœurs. Alors évidemment, je rentrais comme tout le monde en faisant des galipettes ou bien déjà un mauvais bulletin, donc on se faisait enlever, mais c'était pas pesant. Non, j'ai plutôt gardé un bon souvenir de mes années d'enfance et d'adolescence. De la même façon, par exemple, j'ai gardé de bons souvenirs du collège. J'ai fait tout mon parcours dans les collèges catholiques. J'en ai fait plusieurs parce que il a fallu pas mal d'années avant que je sois un bon élève. J'étais vraiment un cancre, hein, ça vous étonnera, mais j'étais un cancre. J'étais même destiné à un jour on a convoqué ma mère en disant que j'étais bon à rien. Il me mettre dans une école technique, que peut-être si j'apprenais la mécanique, je pouvais m'occuper d'un moteur, ou alors me mettre une scie en main, je peux être un bon menuisier. Enfin, bon. Et ma mère a insisté, elle disait, moi, il y a ces garçons qui ont une virtualité. Donc, mais dans toutes ces écoles dites catholiques, je n'ai pas non plus senti le poids. Je vois beaucoup de mes amis, de mes camarades qui ont eu un peu le même parcours et qui ont tendance à rejeter tout ça. Moi, je ne sais pas que j'y adhère, mais j'en ai pas souffert. Je n'ai pas souffert de ce rigorisme qu'on attribue souvent à l'éducation catholique en général, et qui est un peu qui dépend d'un individu à l'autre au fond. Moi, j'en ai pas gardé des séquelles négatives, je n'ai pas commencé à bouffer du curé, et à considérer que tout ça c'est de la foutaise. J'ai plutôt passé une enfance, je dirais, sereine. Mais totalement insouciante, parce que ce n'est qu'à l'âge après avoir doublé de nombreuses fois, et puis quand je me suis rendu compte que j'avais 2 têtes de plus que tous les autres, parce que j'avais doublé souvent, je me suis appliqué, et j'ai terminé mes études de manière très brillante, et j'ai accompli les études universitaires de manière très brillante aussi.
Mais alors, pour une raison, c'est longtemps après que je m'en suis rendu compte, c'est parce que dès l'âge de 16-17 ans, j'ai voulu être dans le monde du livre. Pas forcément écrivain, mais dans le livre. Libraire, bibliothécaire, éditeur, voilà, journaliste. Je voulais être dans le monde du livre et du papier. Et dès l'instant où je me suis dit que ça, ce serait ma vie, au fond, mes études, je les ai accomplies, je dirais, assez facilement. Parce que, en me disant, de toute façon, si je rate, c'est pas grave, je vais de toute façon rentrer dans le livre. Donc j'ai fait des brillantes études de droit, parce que à l'époque, soi-disant, ça menait partout, la preuve. Ça menait également à l'écriture. Donc voilà, et puis c'est donc, et quand j'ai fini mes études, vous l'avez également rappelé, j'ai tout de suite sollicité, j'ai envoyé toute une série de lettres à des maisons d'édition, à des bibliothèques publiques, à des institutions liées aux livres, au ministère, à tout ce qui tournait de près. Et c'est Marabout m'a répondu, j'ai été convoqué par le directeur littéraire de l'époque, qui s'appelait Jean-Jacques Skellens, une figure très importante, c'est lui qui a été le cofondateur de Marabout avec André Gérard. Et on s'est tout de suite très bien entendu. Et alors, ce qui est frappant, en fait, il m'a engagé, non pas tant parce que j'avais accompli de belles études universitaires, comme j'étais docteur en droit, qui plus est, j'avais aussi un baccalauréat en philosophie, parce que ça m'intéressait, mais parce que quand j'étais à Louvain-Leuven encore, j'avais lancé une revue, et j'avais aussi lancé une petite maison d'édition, qui portait un titre très prétentieux, ça s'appelait La Plume Ivre. Et j'ai publié 2 livres, un petit bouquin sur Béjart, qui avait été écrit par un copain universitaire, c'était l'époque où Béjart, on commençait à le découvrir, et puis j'ai fait un petit recueil de deux nouvelles fantastiques, comme quoi il n'y a rien de paix, rien de secret, d'un copain à moi, dont le nom de famille, je ne sais plus son prénom, il s'appelait François de nom de famille, qui était un étudiant comme moi, qui habitait dans mon souvenir, la région du Hainaut, enfin à Charleroi, à Mons, je ne sais pas exactement. Enfin, bon. Et puis moi, j'avais fait un conte, et je les vendais. Alors j'avais été voir un imprimeur à Louvain, je m'étais intéressé à la façon dont on choisissait le papier, le caractère, la justification, est-ce qu'on mettait un foliotait en bas à droite, en bas à gauche, au milieu, est-ce qu'on faisait ça en italique, est-ce qu'on faisait ça en romain, toutes les techniques de l'imprimerie m'ont passionné. Et alors j'avais aussi fait une revue juridico-littéraire, qui était la revue des étudiants de droit, qui portait un titre prétentieux, ça s'appelait 7 Lex. Il y aura les 7 Lex. Et là, c'était à la fois littéraire et juridique. Et là aussi, je m'étais intéressé beaucoup au papier, à la mise en page, à la typographie, etc. Et ça a considérablement joué lorsque je suis rentré chez Marabout, beaucoup plus que mes diplômes. Un type qui venait à 25 ans et qui savait comment tout ça marchait. Et alors, c'est d'ailleurs une chose jamais retrouvée, vous avez cité mon parcours dans toutes les maisons d'édition, que j'ai jamais retrouvé ailleurs, c'est que chez Marabout, le directeur de collection ou directeur littéraire devait lui-même décider de la présentation du livre. C'est moi qui décidais si je mettais un titre courant, si je n'en mettais pas, si j'utilisais du Times, du Baskerville, de l'Helvetica, enfin le caractère, c'est moi aussi qui le choisissais, et qui l'imposait à l'imprimeur, qui était forcément, qui était l'imprimerie Gérard, etc. Donc, et alors c'est moi qui préparais les copies aussi, qui décidais que la première ligne du texte commençait à autant de centimètres de la marge supérieure, qu'il y avait tout ça a été décidé. Et j'ai gardé ce plaisir du papier, de l'imprimerie, que je n'ai jamais retrouvé ailleurs. La première fois que j'ai publié un roman, je me souviens chez Robert Laffont, j'avais demandé au directeur de collection, là, c'était mon premier livre chez Laffont. Je ne sais plus le titre, je ne sais plus ce que c'était. Je ne sais plus le premier titre, vous me rappellerez peut-être de mon premier roman chez Laffont. Et j'avais dit, mais comment il va sortir? Ah, je ne sais pas. Il ne savait pas que. J'étais étonné, il ne savait même pas comment, s'il y avait une couverture muette, une illustration, le format, si c'était un octavo, une 12, il ne savait rien. Et moi, c'est moi qui avais fait mon parcours chez Marabout, qui m'était initié à ça. J'avais complètement stupéfait. Que le type ne sache pas comment mon livre a se présenter. Oui, c'était autour de France, je crois. Je crois que c'était autour de France, autour en 3 mots. Et il ne savait pas. Et d'ailleurs, dans tous les autres éditions, c'est très divisé. Hein. Il y a les directeurs littéraires, il y a la fabrication qui est un monde à part, et ainsi de suite. Quoi. Moi, je m'étais intéressé à tout ça, je m'étais passé. Et donc aujourd'hui, j'ai toujours un regard critique là-dessus.
Je trouve que beaucoup de livres sont alors je ne dis pas parce qu'on est en Belgique, mais ça arrive sûrement dans d'autres pays, mais je trouve qu'en Belgique, beaucoup d'éditeurs ne connaissent pas leur métier. Ils ne connaissent pas leur métier, ils mettent des blancs entre les dialogues, on se demande pourquoi. C'est présenté, c'est mal foutu, c'est mal fait. Alors que pourtant, il y a une grande tradition aussi de l'imprimerie chez Mais je crois que le monde de l'édition a vachement changé par rapport à oui. 40-50 ans. Tout à fait. C'est tout à fait. Enfin, voilà, ça c'est un peu mon parcours au début. Donc, mais en même temps, rien ne m'y amenait, parce que quand j'étais, pour revenir à ce que j'étais quand j'avais 12-13 ans, je pensais à rien. Enfin, je pensais qu'à jouer, je faisais du foot. Comme j'étais assez grand, je faisais du volleyball, du basket, enfin, j'aimais bien les sports collectifs, j'ai toujours aimé ça, on était plusieurs, on se soudait, on était ensemble. Je n'aimais pas les sports individuels comme le tennis, etc. Ça m'emmerdait. J'aimais bien jouer à des équipes. Mais je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire, et ce n'est que très tardivement, donc c'est assez tard, quand même vers 15-16 ans, que j'ai commencé à réaliser que ce qui m'intéressait c'était le livre et puis que je commençais à écrire. Donc j'ai pas commencé à écrire jeune non plus. Donc vous avez commencé à écrire à cette époque-là. À 15 ans, là, généralement c'est plutôt, forcément par des poèmes, des poèmes d'amour, ou bien des poèmes sur lesquels je disais mon mal-être, comme faisons tous les ados. Il y a un côté comme ça, ce côté rimbaldien, forcément sans le génie de Rimbaud. On est tous passés par là, je dirais, la plupart, en tout cas beaucoup de ceux qui écrivent. Même si l'autre jour j'étais étonné, je viens de voir une interview de... comment il s'appelle déjà là, Le Maître. J'aime bien Pierre Le Maître, oui, j'aime beaucoup. Il a commencé à écrire qu'à 55 ans. Avant ça, il n'a pas écrit une seule ligne. C'est fou. C'est fou, hein. L'autre soir, j'étais une soirée de polar ici à Bruxelles, il y avait Paul Collis, qui rencontre un beau succès. Il n'avait jamais écrit avant 55 ans. Votre premier roman publié, qui s'appelle L'un à l'autre, est publié en 1972. Oui. Quel regard vous portez à ce premier roman? Mais c'est-à-dire que je porte un regard étonné. Je suis étonné parce que je n'aurais pas, aujourd'hui, je n'écrirais pas comme ça. Quand je me suis... mon parcours à cet égard est très curieux. C'est que je me suis intéressé à la fois à la littérature dite populaire, aux romans policiers, aux romans de science-fiction, aux romans fantastiques, enfin tout aux romans d'aventure en général, et en même temps à un roman très sophistiqué, très concrètement au nouveau roman. Un Rob Grillet, Claude Simon, enfin tous ces auteurs, Beckett, qui étaient des auteurs en vue lorsque j'étais jeune, en tout cas au début des années, fin des années 60, début des années 70, il n'y en avait au fond que pour eux. Et j'étais très fasciné par ça, et j'avais l'impression que le salut de la littérature passait par, non pas écrire, mais par désécrire. Il fallait surtout pas raconter d'histoires comme ceux qui me plaisaient, il fallait les déraconter. Alors j'ai ainsi fait un roman qui se passait en 2 secondes. Hein, le temps du roman, ça s'appelle Le Diable Vauvert, c'était le temps qu'une feuille de papier tombe de la fenêtre et arrive jusque sous le trottoir. Voilà. Et pendant ce temps-là, se passait dans la tête des gens toute une série de choses. C'était Autour de France, que je citais tout à l'heure, qui est aussi un de mes premiers romans. Ça se passait également à temps très court. C'était un nombre de personnes qui se réunissaient, qui était le nom de France, c'était le nom du concierge d'un immeuble, et ça se passait pendant l'arrivée du Tour de France. Donc le type s'appelait France. Alors, il était question d'Anatole France, là, dans le livre, qui était justement l'écrivain que je devais condamner, puisqu'il représentait un grand classicisme, une façon d'écrire qui était pour nous vieillotte, démodée, obsolète, comme on dit aujourd'hui. Donc tout ça était codé. Donc je n'écrirais plus du tout comme ça. J'écrirais plus du tout comme ça, parce qu'au fond, j'ai fait 4-5 romans de ce type, et l'un l'autre était également dans ce moule, un peu du nouveau roman. Et d'ailleurs, j'ai été appréhendé très tôt comme quelqu'un qui faisait des exercices de style. Et je n'étais pas heureux j'ai encore aujourd'hui, quand je relis les articles
qu'on me met sous le nez des articles de cette époque, on présente Barognan comme quelqu'un qui a fait exil de style, comme si j'avais rien à dire au fond, et que j'étais un écrivain uniquement qui jouait avec les mots, le langage, les codes du roman, de la fiction, etc. Donc j'écrirai plus comme ça. Mais en même temps, je suis étonné, j'ai eu la visite il y a 2 ans d'étudiants qui sont venus, qui avaient fait des travaux sur mes livres, et qui portaient au nu, enfin au nu, j'exagère, enfin qui appréciaient beaucoup Pontin, qui est un roman qui tient un peu de la science-fiction, qui s'appelle Scène de la ville obscure. Et d'ailleurs, il y a vous connaissez Alain Dartovel, un dossier sur moi qui va paraître dans la revue, comment elle s'appelle déjà Galaxy, c'est possible, c'est ça? Oui, ça existe. Oui, une belle revue, là, vraiment. Donc ils ont fait un dossier sur Barognan et le fantastique et la science-fiction. Et Alain trouve que ce livre est extraordinaire, etc. Je vous avoue, je ne l'ai pas relu depuis plus de 35 ans, 40 depuis qu'il est sorti. Mais je crois que je n'écrirai plus comme ça. Et dans ce roman, c'est la ville obscure, ben, je ne sais pas, je mettais en scène des gens qui se rencontraient de manière improbable. Je ne sais pas moi, Balzac rencontrait Marilyn Monroe, qui elle-même rencontrait, je sais pas, Gandhi, et qui rencontrait Jacques Brel. Enfin voilà, donc il y avait une sorte d'éclatement du temps, des personnages. Tout ça se réunissait à la ville obscure, c'était Bruxelles, tout ça convergeait vers la Grande Place. Pourtant une époque qui pouvait imaginer comme ça, qui était une sorte de postmodernité dans laquelle se retrouve. Et alors, il trouve que c'est un roman de science-fiction apocalyptique très réussi. Moi, je trouve son jugement, mais je ne dirai plus comme ça, voilà, parce qu'aujourd'hui j'aime raconter des histoires, et je trouve que le roman sait raconter des histoires. Qu'est-ce qui a été le basculement entre le... Mais le fait que je me suis géré, d'abord ces romans n'avaient aucun succès, d'abord, où ils avaient un succès d'estime, j'avais de beaux articles dans des revues très spécialisées, dans les nouvelles littéraires, des choses comme ça. Mais et puis je voyais bien que tout le monde autour de moi, quand j'avais publié mes premiers romans, s'intéressait à mes livres, mais je voyais très bien que ça ne collait pas, quoi, parce que c'était trop littéraire, c'était trop sophistiqué, c'était trop fabriqué même d'une certaine façon. Donc, et puis bon, en même temps, c'était du sous-Groupe Grief, il faut dire les choses comme je le savais, que je n'étais pas Claude Simon et tous ces auteurs qui me plaisaient à l'époque. Donc j'étais dans une mouvance et je n'étais pas le premier. Donc j'ai très vite réalisé que c'était pas ça qui m'intéressait. Et puis alors qui plus est, comme j'étais très grand lecteur, surtout de polar, il y avait une antinomie profonde entre mes propres goûts et mes travaux. Il y avait quelque chose qui ne collait pas. Donc mon premier vrai roman romanesque, c'est sans doute Place du Jeu de Bâle, là où j'ai commencé. Mais j'ai quand même gardé de cette époque l'idée qu'un roman, c'est quelque chose qui se construit, il y a quand même une mécanique interne. On ne fait pas n'importe quoi dans un livre. Et j'ai toujours veillé à ça. Par exemple, quand je fais un roman, quand je démarre, et le premier chapitre, je ne sais pas, fait 5 pages, je fais en sorte que le deuxième ait 5 pages, ou 4 pages et demie, ou 6 pages, voilà, qu'il y ait une cohérence. Quand j'ai fait ce roman, il s'appelle L'Orbe jaune, qui met en scène genré, dans Sibérie, il y a 2 parties, chaque partie a le même nombre de chapitres, tout ça. Il y a une cohérence, donc j'aime bien ça, faire en sorte que on ne dit pas ce qu'on veut dans un livre. Donc la construction joue beaucoup pour moi. Si vous mettez un élément en scène, si par exemple je mets en scène une caméra, ça doit pas être il faut que la caméra joue un rôle dans mon livre. Qu'à un moment donné, ça revienne. Que tout ce qu'on dit ait un sens dans une architecture donnée. Et ça, peut-être, ce sont les leçons que j'ai gardées de cette époque où je faisais des exercices de style, comme on disait. Mais moi, ça m'a fait plutôt, avec le recul, je m'aperçois que ça n'a pas, comment dirais-je, ça a été pénalisant dans le Landernau. Le fait que Barognan fait des exercices de style, parce que longtemps, on m'a collé ça dans le dos, de même encore aujourd'hui, on me colle l'étiquette du fantastiqueur, parce que j'ai été éditeur de littérature fantastique et de science-fiction.
Les gens qui, parce que maintenant avec l'âge et le temps, bon, je suis un peu connu et tout en Belgique, tout le monde sait qui je suis, tout le monde sait qui je suis, mais ils m'ont pas forcément lu, donc ils ont une étiquette de baronia fantastique, alors j'en fais pas, ou j'en fais très peu. Voyez-vous, c'est un peu comme ça que les choses se passent. Mais en même temps, je n'ai aucun regret, hein, parce que il y a une chose que je dois dire aussi, c'est que quand on est écrivain, enfin moi, en tout cas c'est mon cas, on exprime ce qu'on est à un moment donné de son existence. Je vous donnais l'exemple du tout premier livre que j'ai fait quand j'étais gamin en littérature, quand j'étais à Louvain, et j'ai fait ce livre, j'ai fait donc cette nouvelle, qui est une nouvelle fantastique. Je suis persuadé, cette nouvelle est mal foutue, je le sais, mais je suis persuadé, encore aujourd'hui, plus de 45 ans après, que l'idée est formidable. Que là, que je n'ai jamais revu aborder, Dieu sait si, comme vous, je connais la littérature fantastique que j'en ai lu. Je ne suis jamais parvenu à la réécrire. J'ai essayé plusieurs fois dans ma vie, en disant, tiens, j'ai un bon sujet, quand on me demande une nouvelle, je dis, bon, je n'ai qu'à prendre dans cette nouvelle-là, et je la réécris. Je ne suis jamais parvenu à la réécrire. Parce que ça correspondait à un moment de ma vie, à un moment où et je crois que c'est lié à ça. Et moi, chaque chose vient en son temps. Et cette nouvelle-là, sur laquelle je suis convaincu que j'avais trouvé un bon filon, j'ai fait 3-4 fois comme ça, depuis 40 ans, donc elle va rester dans l'état primaire dans qui est un état boiteux à mes yeux. Donc je crois que c'est comme ça. Donc je ne réécrirai plus comme j'écrivais avant. Je crois que on écrit en fonction de ce qu'on est à un moment donné de son existence. Même s'il y a un fil rouge à travers tous mes livres. Il y a un fil rouge. C'est soit un monde négatif, c'est soit un monde sombre, ça c'est vrai. Alors que moi dans la vie, je ne suis pas quelqu'un qui rase les murs et qui me répand dans les ruisseaux, dans les caniveaux plus exactement. Je ne sais pas du tout mon... Mais je ne sais pas, je suis assez attiré par des situations sombres, négatives, voilà, des gens, sous un monde assez sombre, ça c'est vrai. Oui. C'est quoi être écrivain au fond? Aujourd'hui, pour moi, être écrivain, c'est être exprimé par un biais donné qui est celui de la fiction, et exprimer certaines, comment dire, un point de vue sur les choses, un point de vue sur le monde, voilà. Même si je n'ai aucune leçon à délivrer. Il n'y a pas de leçon à me lire. Et j'aime bien, c'est raconter des histoires. Moi j'aime bien, c'est fabuler, c'est faire des paraboles sur le monde. Tout a été dit, hein. Tout a été dit et redit. Donc ce qui me reste, c'est de le dire à ma façon. C'est de le dire à ma façon. Je crois que c'était je ne sais plus quel philosophe avait dit qu'au fond, toutes les histoires se trouvent dans la Bible. Donc voilà, il ne faut pas lire Madame Bovary pour savoir qu'il y a l'adultère et les adultères, et voilà. Donc c'est un thème tellement banal, mais en fait, le tout, c'est de le faire à sa façon. Alors un écrivain, c'est peut-être quelqu'un qui se sert de la fiction pour parler, pour communiquer, je ne sais pas. Au fond, je ne sais pas, c'est une belle question. Et la définition du dictionnaire, je suppose que Larousse, M. Larousse ou M. Robert répondront mieux que moi. Monsieur Littré. Je ne me pose pas de questions, en fait, moi. C'est vrai, d'ailleurs, je dis ça, je sais faire un grand monologue, mais par exemple, quand on me dit « Qu'est-ce que tu penses de ?» Moi, je suis un type qui ne pense pas. Mais c'est vrai. J'ai des émotions. J'ai des sensations, j'ai des perceptions, mais je n'ai pas un discours. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Il y a des gens qui rattachent leurs propos à une vision qu'ils ont du monde, des choses, de la réalité, soit liées soit à des théorisations politiques, idéologiques, culturelles, religieuses, etc. Moi, j'en ai pas.
j'ai comme ça des amis écrivains autour de moi, lorsqu'on leur pose des questions, ils sont brillantissimes, sont capables tout ça, et que là, c'est pas pour rien que vous êtes assis ici à mes côtés, que vos lunettes se trouvent là et passent votre... Tout ça est théorisé. Moi, je n'ai pas tout ça. Moi, je réponds, vous voyez les questions que je vous donne, là, je réponds tac au tac comme ça, mais je n'ai pas de théorisation sur les choses et le monde. Non, franchement, j'en ai pas. Même si je suis conscient que tout ça, je vous l'ai dit dès le début, que tout ça n'est pas très drôle, hein. Non, mais je n'ai pas non, j'ai aucun message de délivrer dans mes livres. C'est pas des livres à thèse, il n'y a aucun message de délivrer. Sinon, peut-être de plaisir. Alors, je viens de sortir un livre là, que vous avez vu, qui s'appelle Le Dictionnaire amoureux de la Belgique, et qui marche très très bien, et c'est effectivement très plaisant d'avoir plein de retours de gens qui l'ont lu, qui dit ça c'est chouette, ça c'est bien, tel article ça m'a appris ceci, ça m'a appris cela. Ça c'est vraiment forcément agréable. Donc on se dit qu'à ce moment-là on n'est pas tout à fait inutile. Mais en même temps les gens peuvent pas se passer du livre, hein. Hélas. C'est pas nécessaire pour vivre, enfin je crois. Même si à mes yeux on vit moins bien sans livre, mais enfin bon, il y a des gens qui sont parfaitement heureux, bien dans leur peau, et qui n'ont jamais ouvert un bouquin de leur livre. Hein. Donc on est par définition... on a une profession qui n'est pas nécessaire au progrès. Pas nécessaire, mais indispensable quand même. Pour moi, oui, mais je vois, il y a un tas de gens qui ne disent pas. Et des gens que je connais bien, qui sont autour de moi, ils n'ont jamais ouvert un bouquin, ça ne les intéresse pas. Et comment écrivez-vous? Est-ce que vous écrivez, est-ce que vous avez des fiches? Est-ce que vous préparez vos livres à l'avance? Est-ce que vous écrivez... dans un carnet, est-ce que vous écrivez? Non, je prends, d'ailleurs, j'ai pris un petit objet, j'ai pris un stylo, je peux vous montrer déjà, ou bien c'est pour... On va faire ça tout à l'heure. Non, j'écris... D'abord, c'est devenu, avec le temps, un plaisir. Je n'écris... Je ne veux pas être vulgaire, excusez-moi, j'espère que ceux qui regarderont notre émission... Je n'écris pas pour me faire chier. Il faut que ce soit un plaisir. Alors moi, par exemple, toutes ces histoires du premier jet, deuxième jet, troisième jet, le type qui souffre, etc., pour sortir, je ne comprends pas ça. Si c'est pour souffrir, je n'écrirai pas. Donc c'est un plaisir. C'est un plaisir. Et quand j'écris maintenant à l'ordinateur depuis maintenant 15-20 ans, depuis que cette machine existe, je ne l'ai pas prise tout de suite, mais enfin très vite, au bout de 2-3 ans, je me suis accommodé à l'ordinateur. Je sais faire en sorte que ce que j'écris soit quasiment définitif tout de suite. Mais après ça, forcément, je fais des corrections, je nettoie. Enfin, c'est plus des corrections, des nettoyages, comme ça. Mais c'est pas des jets. Ou alors je m'aperçois qu'il y a quelque chose qui a été mal exprimé, mal formulé. Pour moi, en tout cas. Et mon lecteur, c'est moi. J'écris pour moi. Je dois me faire plaisir, d'abord, en tant que dans l'acte même d'écrire, et il faut que le contenu de ce que j'écris plaise à ma audience. Donc je ne pense absolument pas à mes lecteurs. Avec évidemment toute une série de nuances. Ça c'est vrai pour ce que j'appelle la fiction. Quand j'ai fait en revanche mon dictionnaire amoureux de la Belgique, j'ai pensé au lectorat possible. Et qui plus est, ce livre étant publié chez les lecteurs français et puis étant publié en France, j'ai apporté toute une série de précisions que je n'aurais pas faites si j'avais fait un article. Par exemple, je prends un article, je ne sais pas, quand je parle d'Hergé, quand je dis qu'il est né à Etterbeek, d'ailleurs, je mets virgule une des agglomérations de la commune de Bruxelles. Donc ça veut dire que j'ai pensé à mon lectorat. Chose que je n'aurais pas faite si j'écris cet article pour le soir, la Nuit Belgique, hein, ou le Vif. Donc je ne veux pas besoin d'apporter cette précision, puisque le lecteur est censé savoir où se trouve Etterbeek. Et c'est maintenant, quand on fait des articles, parce qu'on fait, on ne fait pas la fiction, on fait des articles, on fait des essais, on pense effectivement au lectorat. Et selon qu'on écrit pour le soir ou pour une revue spécialisée, on n'écrit pas de la même façon. Si j'écris pour Félix, je ne dois pas expliquer qui est Edgar Allan Poe. Le lecteur de Félix est censé savoir qui est cet écrivain et ce qu'il a écrit. Je dis bien censé. Donc voilà. Et c'est le cas. Donc, par contre, lorsque vous écrivez dans un journal de grand public, vous devez peut-être préciser que c'est un auteur fantastique américain, voilà, du 19e siècle éventuellement. Tout ça, oui, ça vous pouvez le mettre.
Mais en ce qui concerne les fictions, je ne pense qu'à moi-même. Je ne pense qu'à moi-même. Il faut que ça me plaise à moi. Et j'ai ma conception, avec le temps, j'ai ma conception du roman. Et c'est vraiment parce que, justement, je voulais écrire quelque chose là-dessus. Figurez-vous, je fais une petite parenthèse, mais je crois qu'elle est utile. Je fais partie d'un jury actuellement qui est le jury du prix du Parlement, qui est un prix qui est donné par la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui est un prix annuel, mais une année c'est la poésie, l'année suivante c'est l'essai, l'année après c'est le roman, et puis le théâtre. Donc voilà. Donc on est dans l'année du roman. Voilà. On a reçu, je ne sais pas, 120 romans, et comme on est 16 membres du jury, on s'est répartis, forcément, j'ai reçu 20 ou 25 romans. J'avais une bonne vingtaine. Et bien, dans les bonnes vingtaines de romans que j'ai lus, c'est 20 romans qui n'ont aucun point commun les uns avec les autres. Sinon, qu'il y a des thèmes communs. Par exemple, j'ai remarqué qu'il y a la Seconde Guerre mondiale, le nazisme, etc., revient dans beaucoup de ces livres. Mais ça, c'est au point de vue thématique. Mais au point de vue pratique et au point de vue technique, il y en a un qui est écrit à la première personne, d'autres qui sont écrits au passé, d'autres qui sont écrits au présent. Vous avez ça dans l'objet nouvelle, pour tout début. Donc il n'y a pas un type de roman. Chaque roman, au fond, représente une typologie du roman. Moi, ma typologie du roman, c'est des romans en style direct. Donc je raconte une histoire au fur et à mesure qu'elle a lieu. Et je ne m'arrête pas en disant, et là, Marc Bailly, qui était né à tel endroit, non, c'est en racontant en notre dialogue qu'on va découvrir que vous êtes ceci, que vous êtes cela, que vous êtes petit, que vous êtes grand, que vous êtes gros, que vous êtes... tout ça. Donc je ne donne pas toutes ces informations, je les déplie au fur et à mesure que l'intrigue avance. Ça, c'est ma façon d'écrire un roman, c'est comme ça que je les aime. Mais quand je lis les 20 que je viens de lire d'un coup, il y a 20 manières de procéder qui sont toutes différentes les unes des autres. Donc moi j'écris avec ma conception du roman, qui est celle que je vous dis, qui est le roman en style direct, narratif, dans lequel les choses se passent au fur et à mesure qu'elles se déroulent, un peu comme chez Simon d'ailleurs, qui est pour moi un modèle, forcément. Et qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à de jeunes écrivains? Je ne sais pas, vous savez, vous posez une bonne question, parce que j'ai fait pendant plusieurs années des cours d'atelier d'écriture, comme on dit aujourd'hui. Oui. Et alors, j'essayais de donner des conseils, effectivement. Et en même temps, je réalisais que qu'il y avait quelque chose de faux là-dedans. Enfin, c'est-à-dire que des gens veulent écrire et le besoin de raconter des choses me paraît tout à fait respectable. C'est comme le pain du dimanche, le type qui dépose son chevalet au bord d'une rivière et qui le pain, je n'ai rien contre lui. Le problème, c'est que il faut, je crois, un talent inné. C'est-à-dire que, voilà, tout le monde veut écrire des romans, mais en fait, il faut un petit quelque chose en plus qui fait que, je sais pas, Justine Hénin, quand elle joue au tennis, elle a un petit quelque chose qui fait que toutes les gamines qui sont toutes mises au tennis en Belgique, on n'a pas produit une deuxième derrière elle. Parce qu'il y a un petit génie en plus. Et bien, je crois que dans le roman, dans la littérature, c'est pareil. Il y a beaucoup d'écrivains du dimanche, il y a beaucoup de gens qui veulent écrire. Et je n'ai aucun mépris contre ces gens-là, croyez-le bien. Hein. Je trouve ça totalement respectable et digne et humain. Alors à ces gens-là, on va prendre des trucs. Des petits trucs. Par exemple, leur dire, tiens, leur dire qu'il faut éviter ce qu'on appelle des répétitions du style, non pas du même mot, mais du même mot dans les sens différents, je sais pas moi. Il avait l'air gentil, point, il sortait de chez lui, l'air était frais, 2 fois air dans 2 sens différents. Voilà, des choses comme ça, on peut leur apprendre. Et éviter de faire des rimes, par exemple, dans la prose. Voilà, toute une série de petits trucs et de ficelles mais leur apprendre l'art d'écrire, non. C'est quelque chose d'inné. Hein. Moi vous pourriez me mettre un crayon entre mes mains, j'arriverai jamais à... J'arriverai jamais. J'ai beau suivre des cours, ça existait, ça m'a apprendre à dessiner, etc. J'arriverai jamais, je le sais. J'arriverai jamais, je suis incapable de dessiner.
Or, il y a des gens qui sont incapables de peindre, de dessiner, d'écrire, et qui écrivent quand même, et qui vont dans des ateliers. C'est souvent pour des raisons thérapeutiques aussi. Hein. Ils ont besoin de ça. Mais je dis tout ça est parfaitement respectable. Donc, quel conseil j'ai à donner sinon de raconter ce qu'ils ont envie d'écrire, ce qu'ils ont dans leur tripes, ce qu'ils ont dans leur cœur, et non pas de se conformer à des modèles à des choses existantes. Même si, là, je fais une petite parenthèse, quand moi j'ai commencé à écrire, j'ai écrit par imitation. C'est parce que quand j'avais donc un moment 13, 14, 15 ans, là, je me souviens, j'avais lu un roman d'un auteur qui était connu à l'époque, et qui l'est beaucoup moins aujourd'hui, qui était Gilbert Cesbron. Et alors j'ai écrit mon Gilbert Cesbron, parce que j'avais lu un roman qui était, je crois, Chien perdu sans collier, qui racontait les affres d'un petit garçon, etc. Donc, et je me dis, tiens, ça je peux écrire aussi. Donc j'écrivais souvent, parce que je disais, quelqu'un m'avait raconté une histoire, et j'en faisais ma variante à moi. Une des raisons pour laquelle j'ai publié si tard, parce que longtemps, les livres que j'ai écrits entre l'âge de 18 ans et 30 ans étaient souvent des textes qui étaient au fond des imitations. Mauvaises forcément, mais étaient des imitations. Alors, le conseil que je donnerais aux auteurs, c'est de ne pas imiter. C'est d'écrire ce qu'ils ont envie d'écrire eux-mêmes. Et c'est là qu'ils sont souvent les meilleurs. Et même ceux qui n'ont pas forcément des dons peuvent nous surprendre. Parce que souvent, même dans l'innocence ou dans la spontanéité, on peut être formidable. On peut apporter des choses extraordinaires, hein, et nouvelles et originales. Donc le seul conseil que je donnerais, c'est de s'écouter soi-même et pas d'écouter les autres. Vous avez travaillé dans différentes maisons d'édition en tant que directeur littéraire. Vous avez, notamment dans le domaine du fantastique, en tout cas, publié des gens comme Jean Ray, Thomas Wayne, etc. Oui. De quoi êtes-vous le plus fier dans ce domaine-là? D'abord, je faisais mon métier, je faisais mon boulot. Donc, ce n'est qu'après coup, c'est qu'après aujourd'hui, avec des années de recul, que je m'aperçois que tout ça, il y a une forme de cohérence. On parle encore de... Quand je vois plein de gens qui se sont intéressés au fantastique qui rentrent dans ma collection, ça me fait évidemment plaisir. Hein, et je vois que ma collection fantastique a, je dirais, sans exagérer, un côté presque mythique, faire référence. Qui plus est, d'autres éditeurs, d'abord dans un premier temps, Néo, là, on a repris une bonne partie. Je vois aujourd'hui toute une série d'éditeurs qui sont spécialisés dans ce domaine. Il y en a, là, comment il s'appelait déjà, là, du côté de Toulouse, il fait des beaux petits bouquins. La clé d'argent il fait des petits livres carrés comme ça. Comment il s'appelle déjà alors ça me reviendra. Où Jean-Pierre Bourse a réédité son bouquin que j'ai publié, là, Jugement. Oui, non, c'est bon. Non. Ça me revient. Mais bon, quand je vois tout ça, je me dis qu'au fond, j'ai fait des choses chouettes, quoi. Alors je suis fier, oui, j'ai découvert, mais en même temps, bon, je sais pas, des gens comme Gérard Prévost, moi j'étais le premier à publier son œuvre fantastique. Je suis content d'avoir contribué, d'avoir lancé le prix Jean Ray. Voilà. Et puis d'avoir créé. Je suis, au fond, je ne sais pas si j'ai aucune fierté, mais je suis content d'avoir créé, d'avoir inventé des formules. Par exemple, j'ai créé la collection des pays. La Belgique fantastique, la France fantastique, l'Italie fantastique. Donc c'est un type d'anthologie qui était revenu. Quand j'étais au Fleuve Noir, j'ai créé une collection qui s'appelait Super Poche, qui était au fond des omnibus ou des bouquins en plus petits, mais c'était pas du livre de poche une à une. Je réunis ça en un volume en poche, 3-4 livres, 3-4 romans, 3-4 que de nouvelles, d'un autre. Bon, c'était une formule originale, je trouve. Et malheureusement, ils ont abandonné, je ne sais pas pourquoi, parce qu'à l'époque, quand j'avais créé ça, ça marchait très bien. Donc voilà, je suis content je pense avoir été un bon éditeur. Je pense avoir dit, mais de quoi est-ce que je suis le plus fier? Non, je dis, je faisais mon boulot, et le plus convenablement possible. Ce dont je suis, fier, j'en sais rien, mais ce dont je suis content, c'est que j'ai veillé à susciter des œuvres. Un éditeur, c'est pas quelqu'un qui est derrière son coin, ou
vous le savez aussi bien, vous faites un peu comme moi dans ce registre, vous n'êtes pas derrière votre coin, dans votre bureau, en attendant que la poste vous apporte le chef-d'œuvre ou l'ordinateur aujourd'hui vous apporte le chef-d'œuvre. Vous allez chez les gens. On dit, tiens, quand j'ai publié, on parlait de Thomas Owen, quand j'ai publié Thomas Owen, quand je suis rentré chez Marabout, ça fait plusieurs années qu'il ne publiait plus. Je l'ai trouvé, j'avais découvert Thomas Owen dans la cave au crapaud quand j'étais beaucoup plus jeune. Tiens, comment ça fait que ce type, est-ce qu'il est mort, si ça se trouve, bon, pourquoi il n'écrit plus? J'ai été trouvé Thomas Owen, j'ai dit voilà, j'aimerais bien publier. Voilà, il m'a dit c'est vrai, ça fait longtemps, d'entre-temps j'ai une carrière professionnelle qui m'a beaucoup pris, j'ai fait ceci, mais je vous promets, et c'est comme ça que j'ai publié coup sur coup deux inédits, le Racavard et un autre de Owen. Donc c'est moi qui ai suscité ça. Quand j'ai rencontré Prévost, c'est moi qui voulais écrire, je lui ai proposé d'écrire des romans de science-fiction pour les jeunes. Il y en avait lancé à chez moi une collection qui s'appelait Poche 2000, et bon, c'est moi qui ai été le trouvé pour ça. Donc et je trouve que c'est ça qu'il faut faire. Un éditeur, ou alors quand on reçoit un manuscrit, accompagner le livre en disant bon c'est bien, mais il y a ça, mais de mon point de vue, hein, s'il n'est pas content, il va chez un autre. Hein. Et de mon point de vue, il y a ça, mais quand tu ne penses pas que tel chapitre ou tel personnage, voilà, de ça je suis fier, d'avoir contribué à contribuer à faire naître des œuvres. Est-ce que vous auriez une anecdote avec un de vos écrivains comme ça qui vous viendra à l'esprit? Oh, il y en a tellement des anecdotes. Qu'est-ce qui me vient? Oui, une anecdote, mais celle-là, elle relève plus de la... Oui, une anecdote. Une anecdote qui relève d'anecdote. Oui, c'est très joliment dit, ça. Une anecdote qui relève d'anecdote. Non. Mais je me souviens, par exemple, j'ai été l'éditeur, à un moment donné, de Frédéric Dard, quand j'étais au Fleuve Noir. Et ça avait très bien collé entre lui et moi, on s'entendait très bien, et j'avais des liens très amis avec lui. Alors, il était lui très soucieux à ce qu'il n'y ait jamais aucune faute dans ses livres, aucune coquille, etc. Et alors, je me souviens qu'il m'avait présenté un bouquin, je crois que ça s'appelait Les Soupers du Prince, si j'ai bonne mémoire, qui était un livre hors collection, parce qu'à l'époque, le Fleuve ne faisait que des poches. C'est plus comme aujourd'hui, ils ne font plus de poche du tout, quasiment pas. On fait du poche, et de temps en temps, San Antonio avait lui le droit de faire un grand format. Alors il m'avait dit, ça j'y tiens beaucoup. Alors j'avais lu ce livre, relu. Et j'avais un correcteur aussi qui travaillait au Fleuve. Et j'étais persuadé que ce livre était génial. Et alors, on lui fait porter, parce qu'il avait des prévôtés, lui. Et alors, il avait reçu le livre quasiment 24 heures après qu'il était sorti par porteur spécial. Donc, il habite en Suisse. Hein. Et à peine reçu, il me donne à côté. Il dit Jean-Baptiste, il dit j'ai pas été très loin pour trouver la connerie. Il dit comme ça. Et en fait, c'est vrai, le livre était dédié à Jean-Paul Belmondo. Et c'était écrit Jean-Paul Bemondo. La première page. Il m'en a voulu à mort. Et moi, je vois. C'est des trucs qu'on ne voit pas. C'est tellement flagrant. C'est quand un type qui porte un nom polonais, il a des S, des K, des Z, on regarde chaque lettre. Quand on écrit Simanowski, on fait aucune faute. Mais quand vous écrivez Belmondo, et il marquait. Là, c'est une anecdote. Qu'est-ce qui m'a engueulé ce jour-là? Il était furieux. Et moi, j'étais malade. À la première page. Et la page titre, on tourne. Au moins, c'est fait. C'était à Jean-Paul Belmondo. Ça a été... Là, il m'en a beaucoup voulu, là. Et il m'en a voulu gentiment, mais enfin, il n'était pas content. Et moi-même, je n'aurais pas été content, évidemment. Surtout que je l'avais affirmé au téléphone, écoute, t'en fais pas. J'ai passé dessus tout ce qu'il faut, j'étais chimiste à tout le monde. Et personne n'avait regardé l'épigraphe. Personne n'avait regardé l'épigraphe, ils avaient tous commencé au chapitre 1. Hein. Ah oui. Voilà une anecdote parmi d'autres. Mais j'en ai comme ça, j'en ai eu plein. Hein. Oui, les anecdotes, j'en ai beaucoup de Gérard Prévost, tiens. Parce que Prévost avait un... Il était très doué, moi je trouve, c'est un écrivain superbe. Trop méconnu. Trop méconnu, mais il avait du mal à trouver des titres. Il ne parvenait jamais à trouver des titres, c'était son gros problème. Et alors je me souviens, donc il me présente un de ses recueils de nouvelles, et alors je dis oui, on peut mettre, c'est banal,
prendre une nouvelle, la chaise et autres nouvelles fantastiques, tu vois, des trucs aussi simples que ça, ou l'entretien et autres nouvelles étranges. Enfin bon, je trouvais ça un peu. Je dis, il faut un titre général. On ne trouvait pas. Alors à un moment donné, on était, je me souviens, dans un restaurant à Ostende, sur la place d'Armes à Ostende, où il s'était quasiment réfugié. Il souffrait du diabète. Il a sorti un médicament pour le prendre juste avant le repas. Et j'ai pris cette boîte et c'était écrit dessus « Médicaments au spectre large ». Je dis « On a le titre, on va appeler ça le spectre large ». Et on l'a appelé le spectre large. C'était chaque fois comme ça avec lui. Tous les... Donc je trouvais les titres, j'aimais bien. J'étais assez bon pour trouver les titres des autres. Pour les miens, peut-être moins. Et pour les autres, j'aimais bien. Voilà. Il y a une anecdote aussi comme ça. Il me téléphonait pour que je trouve des titres. Et alors, c'est souvent les titres qui lui ont inspiré les textes. Ah oui. Oui, il me disait. Et c'est marrant parce que c'est vrai qu'un écrivain, enfin moi je suis comme ça, j'aime bien avoir des commandes. J'aime bien qu'on me dise, voilà, une ento justement, ou par exemple il y a une revue là, que vous connaissez, qui est Marginal, qui propose 2-3 fois par an. Il faut un thème global, et puis on me dit voilà, il faudrait écrire une nouvelle sur tel sujet. Et moi, ça me booste. J'aime bien. Et alors, Gérard, c'était. Je me souviens, on a un jour été ici à Bruxelles, on était à la taverne des étangs, là, qui se trouve aux étangs d'Ixelles. Alors je lui ai dit tu vas écrire une nouvelle qui s'appelle La taverne des étangs. Et il a écrit une nouvelle sur La taverne des étangs. Et il aimait bien ça, à partir d'un titre. Et moi aussi, j'aime bien cette démarche. Tu n'aurais pas fait encore, elle est par titre. Non, par mais sujet. Vous l'avez fait par sujet. Oui. Oui. Mais par exemple, la nouvelle que je vous ai envoyée sur cette Uchronie, là, c'est une revue qui m'avait demandé une Uchronie. Qui se passait en Belgique. Et qui avait trait à l'histoire de la Belgique. Donc moi, voilà, et ça, c'est très excitant pour un auteur de travail. Moi, j'ai bien travaillé sur commande, et j'ai bien travaillé des dates butoirs aussi. Et je suis même réputé pour être très méticuleux et très ponctuel. Quand on me dit il faut un texte pour tel jour, telle heure, mais ça, c'est la leçon un peu du journalisme. Moi, j'ai fait aussi pas mal de journalisme. Surtout à l'époque, entre 83 et jusqu'à je rentre au Fleur, pendant 7-8 ans, j'ai travaillé au Vif l'Express. D'abord le Vif tout court, puis le Vif l'Express, et puis le Vif l'Express. Et là, il fallait faire des nécros. On téléphonait à 7h du soir pour dire qu'un tel était crevé, pouvait passer l'arme à gauche. Donc il fallait faire et écrire dans l'urgence très vite pour remettre la copie avant 11h du soir, avant que le journal le boucle. J'aimais bien faire ça. Et donc les textes qu'on fait dans l'immédiateté sont souvent meilleurs que ceux qu'on relit sans cesse. On dit tiens, on va commencer, on recorrige, etc. C'est comme les questions dans les concours. Hein. On vous dit qui a fait ça, vous répondez tout de suite. Et puis vous êtes sûr. Alors on commence à avoir des doutes là. Ah non, c'est vrai, effectivement, si c'est sûr, oui, c'est peut-être. Hein. Mais c'est pas. Et dans l'écriture, c'est aussi. C'est souvent le premier jeu, je reviens à ça, c'est souvent la première formulation qui est la meilleure. Voilà, parce qu'elle vient spontanément, elle correspond à ce qu'on voulait dire directement. Voilà, c'est un peu comme ça. Voilà quelques anecdotes que je vais raconter.